Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais commencer ces rencontres par vidéo en définissant le sens et la raison d'être. La raison d'être, c'est que les mesures prises dans le cadre d'une lutte contre une pandémie aboutissait à vouloir réduire, à diviser par deux les effectifs, tout en réduisant par deux le temps d'enseignement. De sorte que nous aurions eu des rencontres à 8 ou 9 et que nous nous serions vus 6 fois au lieu de 12 pour un semestre, c'est-à-dire 6 fois 1 heure et demie, c'est-à-dire finalement moins de 10 heures d'enseignement très, ce qui est très manifestement pour le moins limité et insuffisant par rapport à ce qui est le minimum minimorum exigible dans l'enseignement supérieur. Pour aborder une problématique aussi compliquée que la société française, ce qui fait qu'elle tient ensemble, les contradictions qui la minent, etc., au cours du XXe siècle, et avec également une approche comparatiste européenne. Bon, voilà. Donc, dans ces conditions-là, le choix de rencontres par vidéo permettra au moins d'aborder plus à fond les problématiques à maîtriser et d'autre part, ce choix permettra également de vous guider par des conseils méthodologiques, comment on fait une fiche de lecture, comment on construit un plan de dissertation, enfin, à une condition qui est la condition fondamentale que nous pouvons accepter, que nous devons accepter, qui est le pari de l'intelligence. Et que vous visionnez réellement ces vidéos. Pour le reste, pour tout questionnement, nous pouvons échanger par mail, par téléphone, par Skype. Voilà. J'ajoute que bien évidemment, s'adressant à plusieurs groupes d'étudiants, je ne vais pas refaire des vidéos sur les mêmes sujets. C'est-à-dire que le temps d'enseignement va s'en trouver multiplié par certains aspects et donc va peut-être permettre aussi de faire pour une fois un véritable travail d'approfondissement. La conséquence, c'est que ça va aussi vous demander du travail. Mais ça, c'est la base du pacte que nous passons ensemble dans ces circonstances. Bien évidemment, j'espère de tout mon cœur que l'on pourra reprendre le fil de nos rencontres en direct dès que la situation le permettra. Et pour l'heure, nécessité fait loi. Et donc, je voudrais, si vous me permettez, dans la foulée de ce que nous avons vu ensemble lors des 2 séances où nous étions rencontrés, je voudrais bon,
commencer à approfondir l'une des problématiques que j'ai évoquées, qui est la mise en place de la Troisième République, du modèle républicain. Et parmi les sujets d'exposé que vous aurez de dossier que vous aurez à me rendre, alors bien évidemment, c'est la question qui a été, qui sera précisée à travers les réflexions sur la signification, l'interprétation du moment symbolisé par l'affaire Dreyfus. Ce sera le dossier sur l'école républicaine, l'enseignement, etc. Et ce sera également notre objet d'approche sur la notion de belle époque, utilisée rétrospectivement pour qualifier cette société française d'avant la Première Guerre mondiale. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer nos réflexions sur le modèle républicain, sa mise en place, et vous vous souvenez certainement que je m'étais un petit peu permis d'ironiser sur ce qui s'était passé au Panthéon le 4 septembre écoulé, avec la visite du président de la République se permettant de commémorer le 150e anniversaire de la République, qui faisait donc remonter au 4 septembre 1870. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui corresponde réellement à une bonne compréhension de ce que c'est que la République, parce que tout simplement, s'il est vrai que la Troisième République a été proclamée le 4 septembre 1870, et dans des circonstances qu'il faudra rappeler, et des enjeux qu'il faudra définir, il me semble néanmoins que l'idée républicaine en France avait débouché lentement, difficilement certes, mais sur une première république septembre 1792, après la victoire de Valmy, la bataille de Valmy, avait eu des aléas. Ça avait fini à un autre boudin avec un général qui s'était emparé du pouvoir, le général Bonaparte. Donc ça s'était transformé en autre chose, qui avait cette autre chose, l'Empire, quand même codifié certains des acquis de la Révolution. Cet empire, à son tour, s'était effondré. Ça avait été la Restauration, le retour de la monarchie absolue de droit divin, que l'on avait cru définitivement détruite, et non. Laquelle ça a été fracassée lors des journées de 1830, ça avait été la monarchie de Juillet, un retour à une forme de monarchie où on est davantage roi des Français que roi de France. Ça avait débouché sur la Seconde République, une Seconde République donc, 1848, laquelle avait posé ce principe que l'on croit aujourd'hui comme étant l'expression la plus aboutie d'un processus démocratique, était l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Tu parles ? Puisque avait été élu à cette première élection du président de la République au suffrage universel à l'automne 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, lequel
À moins qu'il me manque quelque chose, c'est possible. Enfin, bon, ce n'est quand même pas, pour le moment, ce qui me préoccupe le plus. Lequel Louis-Napoléon Bonaparte, dès qu'il avait été en conflit avec la représentation nationale, avait décidé de régler la question par un coup d'État. Le coup d'État du 2 décembre 1851, puis qui avait débouché un an plus tard, le 2 décembre 1852, la proclamation par celui que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit sur le Second Empire. Et le 4 septembre 1870, donc, cet empire, ce second empire de Napoléon le Petit, prenait une branlée militaire énorme et son armée capitulait face à l'armée prussienne et dans la foulée, à Paris, était proclamée la Troisième République. Donc je ne dis pas que le discours du 4 septembre 2020 sur les 150 ans de la République soit une absurdité. Je dis simplement que, s'intéressant au modèle républicain, un historien ne peut que s'interroger sur quels présupposés conduisent le chef de l'État à privilégier cette République. Et dans ces réflexions-là, pour comprendre donc le modèle républicain tel qu'il est en pratique au pouvoir dans la période qui concerne ce que nous avons ensemble à étudier, cette date de septembre 1870 est extrêmement problématique. Un mot, si vous me permettez, rapidement sur 92, la Première République, 48, 1848, la Seconde. La Première République n'était pas inéluctable. Je veux dire par là que toute l'œuvre de la Révolution française, depuis 1789, n'avait pas été mue par une idée républicaine. Elle avait été mue par l'idée de mettre en place un certain nombre de réformes au terme desquelles on pourrait aboutir à un régime relativement équilibré, n'est-ce pas? Ce régime équilibré serait celui où le roi de France deviendrait le roi des Français, monarchie constitutionnelle. Avec d'ailleurs au départ pas même de suffrage universel, mais un suffrage strictement censitaire, fondé sur le fait que l'on posait en principe d'organisation politique que seuls ceux qui payaient l'impôt, un certain niveau d'impôt, pouvaient être des citoyens. Deuxièmement, cette révolution posait que les droits de l'homme n'étaient que des droits du citoyen. Et que donc l'organisation politique devait reposer sur le respect de ces droits. C'était déjà une œuvre fondamentale. Mais qu'est-ce que l'on a constaté, tant à travers des crises économiques et même plus viscéralement des crises de disette, lorsque les femmes de Paris, en octobre 1789, vont chercher Louis XVI, roi des Français, normalement, enfin, plutôt roi des Français d'après la Constitution, qui sera formalisée en 1791, pour le ramener à Paris, parce que depuis Versailles, on le soupçonne de bien vouloir attenter à cette œuvre d'émancipation qui, bon gré mal gré, Quinca a cheminé depuis la réunion des États généraux en mai 1789. On constate
parce qu'il n'y a pas de pain, tout simplement, qu'on meurt de faim. Une crise de soudure, une disette, à la limite de la famine. Le peuple de Paris, organisé en municipalité, veut que le roi soit à Paris pour pouvoir être contrôlé, tout simplement. On s'est aperçu également qu'à travers ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, en conscience, celui qui avait été choisi pour incarner ce roi des Français, de par son destin, Louis XVI, qui dès lors n'était plus roi de France, mais roi des Français, au service des Français, ce roi des Français, chef du pouvoir exécutif, ayant un droit de veto sur les actes de la représentation nationale, élu, je le répète, au suffrage censitaire, ce roi des Français avait refusé cette constitution civile du clergé. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il avait peut-être le droit d'être heurté en conscience par cette dépossession des pouvoirs du pape dans la nomination du clergé en France. C'est pas quelque chose de si absurde que ça à imaginer. Il avait aussi, à partir du printemps 1792, rejoint théoriquement certains des révolutionnaires, alors majoritaires, qui avaient engagé le pays, notre pays dans la guerre, mais pas probablement pour de bonnes raisons, puisqu'il espérait à l'évidence que la France termine vaincue, parce que les armées des autres rois européens ne manqueraient pas, pensait-il, de le rétablir dans son trône. Tout cela avait débouché sur la très grave crise de l'été 1792, des climats d'agitation à Paris, ce qu'on appelle des journées révolutionnaires, la prise des Tuileries, là où apparaît ce marchand magnifique, porté par les volontaires venus de Marseille, qui chantent à tue-tête le chant de guerre de l'armée du Rhin, ça s'appelle la Marseillaise. Et dans la foulée de l'assaut des Tuileries, le roi qui se réfugie à l'Assemblée et cette Assemblée qui proclame la République au lendemain de ce tournant symbolique et majeur de notre histoire, qu'est la victoire de Valmy, où les armées de la Révolution vont balayer, arrayer l'invasion des armées étrangères conduites par le duc de Brunswick. Je crois même, quand on s'était rencontrés, vous avoir cité le commentaire du grand poète allemand Goethe sur ce tournant de l'histoire du monde. Voilà, vous voyez, la République n'était pas inscrite dans les faits. On aurait pu penser un développement, entre guillemets, harmonieux de la Révolution française, qui n'aurait pas débouché à l'évidence sur un modèle républicain. 1848, Seconde République. Là aussi, on est dans quelque chose qui n'était pas a priori inéluctable. On est déjà, comme en 1789 d'ailleurs, dans une crise économique.
de mauvaises récoltes, de difficultés alimentaires. Bon, 1789, c'était structurellement comment résoudre aussi la crise des finances de la monarchie. Et je n'ai pas le temps de revenir là-dessus en détail. 1848, qui doit voter? La grande campagne des banquiers pour l'élargissement du droit de suffrage. Et qui débouche sur la révolution de février 1848. Et dans un climat international qu'on appellera le printemps des peuples, ou partout, à Bruxelles comme à Rome, à Varsovie, à Vienne, il y a une effervescence révolutionnaire. L'empire des Autrichiens va éclater. Et il sera par exemple transformé à l'issue de 1848 en empire austro-hongrois, c'est-à-dire qui théoriquement reconnaît la vocation nationale de la Hongrie. Donc, dans ce climat-là, une seconde république agitée de débats très, très importants et qui résonne aujourd'hui d'une certaine forme d'actualité par moment. Par exemple, lorsque la commission dite du Luxembourg, donc juste à côté de la Sorbonne, le palais du Luxembourg, je dis le palais du Sénat, la commission du Luxembourg déclare purement et simplement le chômage comme étant illégal. Illégal. Le fait que l'ouvrier Albert, qui est un des premiers représentants, le premier ouvrier à être un des représentants de la nation, l'ouvrier Albert, qui donc théorise tout cela, l'idée qu'on va organiser des chômeurs sur des travaux d'intérêt collectif, on appelle ça les ateliers nationaux, et qui parfois vont être jugés un peu dangereux politiquement par rapport à l'ordre établi d'une république qui voudrait être normalisée et contrôler la réalité sociale du pays, et qui débouche sur les journées de juin 1848, et où la République se coupe d'une partie non négligeable des couches populaires parisiennes par un véritable bain de sang. La répression est confiée au général Cavaignac. Étonnez-vous que lorsque l'on décide d'élire un président de la République au suffrage universel à l'automne et que les républicains modérés choisissent le général Cavaignac comme candidat, celui-ci ne récolte pas, par définition, les voix de ceux contre lesquels il a fait ouvrir le feu, tandis qu'en juin, 3 mois avant, tandis que le candidat Louis-Napoléon Bonaparte, plus démagogique, plus populiste, plus tout ce que vous voudrez, nous reviendrons sur ces notions de populisme un petit peu plus tard, au cours de nos rencontres, le candidat Louis-Napoléon Bonaparte rafle la mise. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il se passe que dès qu'il est en conflit avec une assemblée populaire, incarnant la volonté nationale, dirons-nous, il confisque le pouvoir par un coup d'État. Est-ce qu'on doit pour autant dire que cette seconde république, qui a aboli l'esclavage, par exemple, l'œuvre de Victor Schœlcher, puisque c'était la grande révolution qu'il avait abolie, mais ça avait été rétabli après à la demande des planteurs des Antilles, et Napoléon avait cédé là-dessus. Donc, quand je m'interroge sur pourquoi le choix du 4 septembre 1870, c'est que c'est un choix qui n'est pas neutre. C'est un choix qui n'est pas neutre,
et qui, de mon point de vue, oblitère euh, réellement un certain nombre de présupposés. Parce que la République de 1870, la troisième, elle naît, je dirais, avec beaucoup moins d'enthousiasme. On peut penser ce qu'on veut de Valmy. On peut penser ce qu'on veut des soldats de l'an 2. On peut penser ce qu'on veut de la prise des Tuileries. Mais c'est mis en place là un idéal, un mythe fondateur, par lequel la nation française s'était mise en marche. En 1848, je l'ai rappelé, avec Schœlcher, avec l'ouvrier Albert, on disait que ceux qui étaient les exclus de la révolution industrielle que l'on commençait à connaître et à subir et qui déstructurait la cohésion des populations avaient droit de citer. Là, qu'est-ce qu'on dit le 4 septembre 1870 ? On dit quelque chose de très, très basique, mais qui n'a pas, si vous voulez, ce souffle, cet enthousiasme, lequel aurait dû, évidemment. On dit ceci. On dit l'Empire a perdu militairement dans la guerre contre la Prusse de Bismarck, désastre de Sedan, et donc il faut continuer la défense nationale. Mais quasi immédiatement, on dit Paris est assiégé, un gouvernement de défense nationale incarné par exemple par Gambetta, mais une forme d'opposition entre Paris qui veut résister et la capitulation du reste du pays, avec pour résultat le fait que le Reich, l'Empire allemand, sera proclamé au palais de Versailles, au château de Versailles, dans la galerie des glaces. Et on peut voir dans cette proclamation à Versailles deux éléments symboliques. Premier élément symbolique, c'est sur le modèle politique. L'ordre règne à Paris, comme il a régné à Varsovie en 1848 ou ailleurs. L'ordre règne à Paris. Donc, c'est en France, c'est à Versailles qu'on proclame l'Empire allemand. Le modèle de développement politique, c'est le modèle réactionnaire qu'incarne le Reich allemand. Et le deuxième enjeu que l'on peut voir dans cette proclamation du Reich à Versailles, c'est quand même aussi l'idée que très profondément, d'une humiliation nationale. Non, je me suis un peu étendu sur ces présupposés. Je ne dis pas que le fait de choisir de commémorer le 150e de la Troisième République soit un non-sens. Je dis que prétendre que la commémoration de ce 150e de cette Troisième République commémore l'idée républicaine, non. Ça, c'est une forme de manipulation historique. Parce que vous voyez tout de suite d'ailleurs que l'histoire devient un enjeu de légitimation
politique tout à fait intéressant et important. Et sur la période que nous aurons à parcourir ensemble, bien évidemment, cela est important. Mais il y a immédiatement un deuxième élément, et puis je m'arrêterai là pour cette première vidéo. Je vous en renverrai une autre ce soir probablement, et une autre demain, ainsi de suite, sur le modèle républicain, pour approfondir tout ça. Parce que quand ça dépasse trop une demi-heure, après c'est dans les zones blanches de la République dans lesquelles j'habite, c'est difficile à mettre en ligne. Il y a un deuxième enjeu. La défaite militaire de 1870 va dans l'inconscient de ceux qui vont être appelés à rattraper la catastrophe. Et notamment, on verra dans quelles conditions ils vont s'imposer. Parce que la République, elle est loin d'être actée et solidifiée après la guerre de 1870. Il y a un projet nationaliste. Récupérer les départements d'Alsace et de Moselle que l'Empire a perdu, que l'incurie de l'Empire a conduit à perdre, que la trahison de l'armée française, de l'armée de Bazaine à Sedan, a amené à perdre. Et donc, commémorer cette troisième République sans faire allusion ni à ce projet nationaliste et ni au massacre de la Commune de Paris, alors c'est une utilisation strictement politicienne de l'histoire qui méconnaît à dessein les enjeux fondamentaux. Eh bien, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'une réflexion historique sur la République ne peut qu'éclairer à la fois la connaissance des étudiants, certes, mais aussi à donner aux étudiants cette forme de conscience par rapport aux grands enjeux qui nous ont été présentés par le plus haut personnage de l'État lui-même, dans une grande cérémonie, finalement, qui s'apparentait à de la communication, pour employer un vocable neutre. Si j'étais mesquin, je dirais de la propagande politique. Voilà, je vous dis à plus tard.